Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format dans En roue libre. C'est un format reportage auprès d'un artisan français, Pierre Gouret, avec sa marque Opposite. L'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de la fabrication d'un vélo que j'ai voulu monter, à savoir un vélo de dirt. Comme ce format est nouveau, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Enfin, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Cette vidéo se décompose en 3 parties. Partie 1, je vous présente tous les détails du projet et du montage et la philosophie derrière ce vélo. Partie 2, je vais aller à la rencontre de Pierre dans son atelier à Plédéliac pour qu'il nous montre comment il réalise ses cadres et ses montages. Et partie 3, je vais vous parler de mon ressenti 2 mois après avoir commencé à rouler avec ce vélo et les conséquences très surprenantes que cette expérience a eues sur ma pratique du vélo. Le projet, c'est celui du montage d'un vélo de dirt. Pour ceux qui sont pas familiers avec le dirt, c'est une pratique qui consiste à sauter des bosses en terre sur des terrains appelés des champs de boss. Depuis que j'ai commencé à rouler en VTT, j'ai toujours fait du dirt. D'ailleurs, ma première parution dans un magazine, c'était une leçon de pilotage dans le magazine Vélo Tout-Terrain sur comment sauter une double bosse. Ceci dit, j'en avais pas fait pendant pas loin d'une petite décennie, notamment parce que le spot sur lequel j'avais l'habitude de rouler était devenu un poil trop sélectif et typé BMX. Et puis en plus de ça, j'avais plus vraiment de potes qui roulaient et je me suis mis à pas mal rouler en élec et en pump track et au bout du compte, ça m'allait bien parce que j'avais moins de temps pour rouler. Et puis pour rien vous cacher, j'avais peut-être aussi perdu un peu le mojo. Sauf qu'il y a quelques mois, mon ami Benoît Journeau, que certains d'entre vous connaissent, m'a invité à revenir à rerouler à Aubergenville en me disant que le local qui gérait le spot était parti et qu'un nouveau était arrivé et qu'il avait rendu le spot plus accessible. Et dès la première session, je me suis mis à rerouler une petite ligne hyper accessible qui commence avec une bosse de 50 cm et qui compte 17 bosses sur la ligne complète. Et en refaisant cette série, ça m'a tout de suite rappelé des sensations que j'avais oubliées. Ça m'a tellement chauffé que j'y suis retourné quelques jours après et c'est là où j'ai commencé à sentir que le mojo revenait. Le truc, c'est que je me suis vite rendu compte que le vélo avec lequel je roulais avait pris un petit coup de vieux en termes de géométrie. Et donc, j'ai commencé à me dire que ce serait quand même bien de changer de cadre. Et puis, tant qu'à faire, pourquoi pas choper une fourche? Et puis, rapidement, je me suis dit qu'il fallait carrément que je change de vélo. Et comme à ce moment-là, j'avais commencé à bosser sur le vélo français, qui devrait d'ailleurs pas tarder à être finalisé, et que j'avais déjà réuni un peu de matos pour ce projet, je me suis dit que j'avais probablement la capacité et un peu de crédibilité pour obtenir du matos auprès de quelques marques en l'échange d'une belle vidéo que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Donc, je me suis dit pourquoi pas appliquer cette recette au montage d'un vélo de dirt. Et ce qui s'est passé ensuite, je vous le mets dans le mille, c'est que c'est vite devenu une obsession. Et donc, j'ai commencé à geeker le truc et à faire pas mal de recherches sur le sujet. Et il m'a pas fallu longtemps avant que je me motive et que je me mette à la recherche de partenaires à qui proposer cette idée. La base de ce projet, c'est que je voulais me monter un vélo de dirt qui défonce. Et un vélo de dirt, c'est nécessairement en acier pour des raisons de confort et de durabilité. Mais je voulais pas faire ça n'importe comment. Pour faire le cadre, je voulais passer par un artisan français. Alors pour ceux qui me suivent un peu, il vous a pas échappé qu'il y a quelques mois, j'ai eu des retours lorsque j'ai présenté le projet de vélo français avec un cadre qui vient de chez Decathlon. Donc pour celui-là, je me suis dit que ce serait quand même une riche idée de bosser avec un artisan français. Et en termes d'esprit, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais un cadre avec une vraie gueule, une vraie identité, un truc bien marqué, en gros un truc bien badass. Mais aussi et surtout, ce que je voulais, c'était un cadre qui soit parfaitement adapté à mon programme, principalement orienté autour du dirt, avec un peu de pump track. Et en option, un peu de piste de BMX race à l'occasion. Et pour ça, j'avais une inspiration. Le Black Market Mob. Le Black Market Mob, c'est un cadre mythique qui a marqué beaucoup de monde avec un style simple mais radical. C'est un cadre qui a été fabriqué par la marque de BMX S&M aux US en Californie et développé par Carter Holland. Donc, je savais ce que je voulais, mais j'avais quand même besoin de conseils. Et pour ça, il fallait que je trouve un spécialiste pour concrétiser l'idée que j'avais en tête. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai demandé à la communauté En roue libre sur Insta de me remonter les meilleurs cadres de dirt faits par des artisans français. Et c'est grâce à ça que j'ai pu voir des superbes réalisations comme ce qui se fait chez Glacier Cycle avec le Croissant ou chez Soumcycle. Mais le cadre qui m'a vraiment tapé dans l'œil dès que je l'ai vu, c'est le Roublard, le cadre de dirt fabriqué par Pierre Gouret d'Opposite. J'ai accroché direct avec son style hyper compact, son top tube bien sloping, le tube diagonal qui ressemble au pivot Phoenix pour ceux qui connaissent, et le tube de selle cintré. Et puis j'ai aussi beaucoup accroché avec l'univers de Pierre, qui est assez proche du mien en termes de référence et de culture du VTT. Je l'ai appelé pour lui proposer le projet, et comme il aime bien le challenge, il m'a dit « Feu !» On y va. On a discuté avec Pierre du programme que j'imaginais et il m'a posé plein de questions pour être certain de me proposer quelque chose qui correspondait à mon idée. Et puis, je lui ai montré quelques inspirations en termes de matching de couleurs
et il m'a guidé pas à pas pour qu'on arrive à obtenir un résultat qui corresponde à ce que je voulais faire. Pour la fourche, c'était assez simple puisque comme on s'était parlé pendant un long épisode avec Stéphane Guillaume, je l'ai rappelé et il m'a rapidement proposé une Durolux, c'est-à-dire une fourche d'enduro en 36 rabaissée de 160 à 100 mm de débattement avec un setup hydraulique custom. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de préparation, il est normalement réservé aux riders qui sont sponsorisés par la marque et réalisé à la demande par Kevin Allemand qui bichonne habituellement les suspensions des champions. Et comme, à titre perso, j'ai toujours rêvé de rouler avec du matos d'élite, j'ai dit feu. Au niveau des composants, là aussi ça a été assez simple puisque j'ai demandé à Laurent Lecor de chez Hope France si ça l'intéressait de me suivre sur le projet. Et quand je lui ai dit avec qui je voulais bosser, il m'a dit feu. Parce que Laurent, lui, il a l'habitude de travailler avec des artisans justement parce que Hope, c'est l'une des rares marques capables de proposer un aussi large choix de teintes et qu'avec toutes les options de couleurs, on peut facilement réaliser des montages personnalisés. Et comme pour ce projet, j'avais une couleur de cadre et de composants bien spécifiques en tête, ça a parfaitement matché. D'ailleurs, au niveau de choix de la couleur, moi je suis un grand amateur de rouge et donc j'en ai un peu partout sur mes vélos. Et puis, j'avais vu passer un montage qui matchait du rouge avec la couleur argent et ça donnait ça. Et pour moi, c'était vraiment ce matching de couleurs que je voulais, mais avec un rouge un peu plus clair. Et donc, j'ai montré ça à Laurent et à Pierre, ils étaient OK pour qu'on accorde les couleurs des composants avec celles du cadre. Pour la partie pneus, j'ai appelé Thomas Manfet de chez Vitailleur et il m'a fourni des pneus qui sont montés sur le vélo. C'est des pneus qui sont dérivés de pneus de BMX Race, donc avec peu de crampons pour le dirt. Mais par contre, quand on roule avec en pub track, c'est hallucinant la vitesse qu'on prend. Et puis en termes de gueule, c'est absolument dingue. Et donc, ce sont toutes ces personnes qui m'ont permis de réaliser ce qui est à ce jour le plus beau montage que j'ai jamais eu, tout vélo confondu, et peut-être l'un des plus beaux vélos de dirt que j'ai jamais vu à ce jour. Et donc, je tiens à les remercier très chaleureusement pour leur aide sur ce projet. La partie qui va suivre va vous présenter la méthode que Pierre a utilisée pour fabriquer mon cadre. Alors, pas vraiment mon cadre, mais un cadre identique, parce qu'en fait, le timing qu'on avait pour ce projet, il était hyper limité. Pour vous donner un ordre d'idée, il s'est passé 3 semaines entre le moment où j'ai parlé de l'idée à Pierre et le moment où j'ai pu rouler avec le vélo. Entre-temps, il y a eu le choix des options du cadre, la couleur, le choix des bons composants, la commande des pièces dans la bonne couleur et les bons standards, la soudure du cadre, la peinture et enfin le montage complet sans aucune pièce qui manque. Et ceux qui ont un peu l'habitude de monter des vélos savent qu'on voit pas ça très souvent et encore moins quand on intègre la fabrication d'un cadre à la main. Donc quand j'arrive chez Pierre pour filmer cette vidéo, le vélo est déjà fini de monter. Et donc, plutôt que de vous faire une vidéo façon Dream Build et vous montrer les étapes du montage, on s'est dit que ce serait plus intéressant de vous montrer dans les détails toutes les étapes qui ont été nécessaires à la réalisation du cadre et du vélo. Comme ça, au moins vous pourrez voir un truc que vous avez pas beaucoup vu, à savoir comment on passe d'une série de tubes bruts à un cadre finalisé et comprendre le travail et la valeur ajoutée de Pierre. Et puis aussi, l'idée c'est de vous faire découvrir son parcours, son atelier, sa philosophie derrière la marque Opposite, comment il exerce son métier d'artisan et comment il s'organise pour vivre de son activité, notamment en proposant une gamme de vélos complets à ses clients et en les distribuant à travers un réseau de revendeurs. Aussi avec cette vidéo, j'avais une intention, celle de mettre en lumière le travail remarquable des artisans qui, comme Pierre, fabriquaient à la main des cadres dont certains clients ont rêvé toute leur vie. Mais vous allez voir que pour arriver à faire ça, il faut une maîtrise hyper fine de toutes les étapes qui permettent de passer d'un projet à un vélo. Et ça, c'est pas une mince affaire. Enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est cette idée qu'on peut imaginer un vélo en partant d'un cadre avec une géométrie, une couleur et des pièces uniques et créer un engin à son image, le personnaliser dans les moindres détails et potentiellement le garder à vie tellement il est beau, unique et qui répond à vos envies. Et donc on va aller voir ça tout de suite en allant à la rencontre de Pierre dans son atelier à Plédéliac en Bretagne et on se retrouve après pour un débrief. C'est parti. Salut Pierre. Salut Antoine. Ça va? Ça va et toi? Ah bah écoute, nickel. Ça va, t'as fait bonne route? Ah ouais, parfait. C'est un plaisir de t'accueillir. En Bretagne? Chez Opposite, ouais, en Bretagne, c'est ça. Génial. Bon, c'est la bête. Alors ça, c'est le roublard, le modèle Dirt que je propose dans la gamme. Donc celui-là, c'est le mien, le Rat roublard. Pro modèle. C'est beau ça. Ouais, brut. Ça fait des flips ça? Ça fait des flips, ouais. En mode automatique, ça le fait bien. Ah ouais. cool. Ouais. Il est programmé pour. Ouais. Tu me montres l'intérieur? Vas-y, rentre. Allez. Waouh. Énorme. Énorme, ouais. Non, c'est compact, mais c'est... Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Tu as 30 mètres carrés d'atelier et tout est réparti pour pouvoir fabriquer un vélo de A à Z et faire son montage ensuite. Donc là, tu fais tout ici? Ouais, tout est fait ici, à Plédéliac dans mon atelier. Ouais. Génial. Waouh. C'est aussi ici que tu fais les montages
Voilà, c'est ça, ouais. Et en parlant de montage, hein, je pense que ouais, on va te laisser découvrir ce que t'attends, ce que t'es venu chercher. Ah là là! Ah là 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 là! Ah c'est beau! Ah c'est beau! C'est ce que t'attendais, ouais. C'est un peu le Pimp My Ride, tu vois, en Bretagne. Ah c'est beau! Pierre, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à devenir cadreur? Alors moi j'ai 35 ans déjà, je suis originaire de Bretagne, juste à côté de Lamballe. Je suis arrivé dans le milieu du vélo déjà parce que depuis tout jeune je suis passionné de vélo comme beaucoup. Je pratique le vélo, compétition mais surtout pour le plaisir. De partager ça avec les amis, le faire pour moi, une passion d'être dehors, de faire du vélo tout-terrain. J'ai fait des études en premier en ingénierie et surtout en usinage de précision. Donc j'ai travaillé en tourneur-fraiseur. Et ensuite automatisme et gestion de projet pour finir en tant qu'ingénieur en gestion de projet industriel et innovation technologique. Donc après avoir vécu, travaillé pendant 2 années au Canada, j'ai voulu revenir en France pour justement compiler tout ça, cette expérience-là, ce voyage, cet enrichissement de voyage et de rencontres, les mettre au service d'une marque Opposite justement et faire ma propre marque, ma propre vision et tout ce que j'avais en tête, pouvoir le mettre, le concrétiser, le faire de mes mains, quoi. Alors comment tu t'es formé? Comment t'as appris à faire ça? Pour être cadreur, il y a eu des sessions de formation. Il y a des cadreurs qui proposent des formations également dans leur atelier. Moi, j'aime bien expérimenter par moi-même. J'apprends par l'erreur en fait. Je fais beaucoup de choses par moi-même. J'ai besoin de comprendre pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ça marche pas comme ça. Donc moi, je suis un autodidacte, donc j'ai vraiment appris par moi-même. C'est fou parce qu'on va le voir un petit peu plus tard, mais il y a quand même un certain nombre d'étapes qui sont hyper techniques. Et se dire que toi, tu as appris ça tout seul, effectivement, tu as dû faire quelques erreurs, mais c'est fou. La fabrication d'un vélo, c'est plusieurs métiers que sur la partie fabrication, mais parce qu'en amont de ça, il y a aussi la partie conception. Et après, de toutes les étapes du métier, d'usinage, de découpe, de soudure, de compréhension de la peinture, du montage aussi. Donc c'est plusieurs métiers et plusieurs enseignements qui font qu'on arrive à des résultats de fabrication de vélo. Okay. Alors ça, effectivement, on va en parler un petit peu plus tard de toutes les étapes. Moi, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu aujourd'hui ce que c'est Opposite, c'est-à-dire quels sont les produits que tu proposes, ta gamme, les différents niveaux on va dire, de personnalisation, de réponse aux besoins de tes clients. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Opposite, c'est un peu, c'est dans l'opposition, mais pas dans la confrontation. C'est dire qu'on peut faire les choses différemment. J'aime bien cette vision-là. On peut dire, en fait, il y a quelque chose qui est établi, mais on peut peut-être le faire autrement. Et Opposite, c'est ça, c'est se dire on fait les choses autrement. Partant de ce constat-là, moi j'ai commencé il y a 3 ans où le premier cadre est sorti, c'est vraiment répondre aux besoins, déjà à mon besoin, me faire mon propre cadre. Et après, faire les vélos pour des proches, des copains, dire ouais c'est quoi que tu veux. Vraiment faire du sur-mesure, adapté à ce que eux ils voulaient. Et de ce sur-mesure-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des liens qui se faisaient sur la géométrie qui se ressemblaient. Et que le sur-mesure peut amener des fois à quelque chose de plus standard. Et c'est pour ça que après ces années de sur-mesure, d'enseignement du sur-mesure, je suis arrivé à une gamme de 3 vélos qui sont une gamme standard. 3 vélos pour le moment, donc du dirt, de l'endurigide et du gravel. Parce que moi, c'est les 3 pratiques que je fais le plus. Okay.
et de pouvoir vraiment proposer un vélo qui soit standard et qui soit adapté quand même à un spectre assez large de pratique. Donc il y a le sur-mesure, le standard et il y a le custom. C'est quelque chose que je propose ici, que le custom en fait c'est qu'on a une base de standard et qu'on peut faire évoluer suivant les besoins du client, de ce qu'il veut. Et le custom, c'est on va pas forcément toucher à la géométrie du vélo, mais on va apporter des options, donc des pontets, des œillets différents, des passages de gaines, également l'esthétique, donc la couleur, le choix de la décoration, de mettre ton nom dessus, la couleur des stickers, ouais. Tout ça, faire un matching qui vont aller aussi avec les pièces qu'on peut mettre dessus. Okay. Parce que moi je propose des cadres, mais je propose également des vélos complets. Et vélos complets, là, que je vais équiper suivant une nomenclature assez précise que moi je définis comme étant une base que je trouve bien, adaptée à beaucoup de monde. Mais si tu veux un jeu de direction d'une couleur qui soit rouge et que tu veux un pédalier jaune, eh ben on va pouvoir faire un matching des couleurs et des stickers qui vont être associés à ces composants-là. Pour vraiment que ce soit ton vélo unique, qui réponde à ta vision et qui soit le plus durable et que tu puisses le garder toute ta vie, quoi. Que après, ayant usé, que même toi tu sois usé plus que le vélo, bah, que tu puisses l'encadrer, le mettre au-dessus de ta cheminée dans ta maison en disant bah ça c'est mon vélo, quoi. Je pense que c'est ce que je vais faire avec ce vélo-là. Tellement beau. Rien, ouais. Donc voilà, c'est les trois aspects. Le standard, le custom et le sur-mesure. Ok. Et donc chez toi, avec 3 modèles, donc Dirt, Endurigide et Gravel. Voilà, donc le roublard, qui est le modèle Dirt. Donc roublard, c'est un peu le malicieux, qui est un peu dans cet esprit Dirt, la malice. Le sentinelle, donc c'est l'endurigide. Le sentinelle, en fait, en Bretagne, on a le chemin des douaniers qui fait le tour de toute la côte. Et c'est un peu ce rôle de sentinelle, de surveiller, d'observer, de faire les sentiers. Donc l'endurigide, le sentinelle. Et l'analogue, qui est le gravel. Analogue pour cette partie un peu parallèle du VTT, où on prend d'autres chemins, le parallèle entre la route et le VTT, qui est pour moi le gravel, ce juste milieu. Donc roublard, sentinelle et analogue. Ok. Bon, alors maintenant j'aimerais que tu m'expliques comment est-ce que tu arrives à convertir l'idée que moi je vais avoir, que tes clients vont avoir, l'idée que je vais avoir d'un vélo, de mon usage, du programme que je veux faire avec. Comment est-ce qu'on passe de cette idée-là à un vélo? Quand tu m'as contacté, tu me dis bah voilà, moi je pratique comme ça, je fais du dirt, je suis grand, il me faut un vélo sur mesure. Et c'est ce que tu m'as dit, on va partir, j'aime bien le dirt, mais il me faudrait peut-être un vélo sur mesure. Alors on a discuté, donc moi je t'ai envoyé un document où tu as rempli ta pratique, tu as coché des cases en disant voilà, moi j'ai plus l'habitude donc là dans le cas du dirt de sauter de cette façon-là, de pratiquer sur tel type de terrain, de faire peut-être un peu de pump track, un peu de champ de boss. Donc là on va définir ta pratique et après ça tes attentes. Toi qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as une idée déjà d'esthétique, de visuel? C'est quoi le dessin dans ta tête? Comment tu vois ton vélo? Moi ce que je pousse c'est avoir un peu cette introspection. Pourquoi déjà je veux ce vélo? Comment je veux l'exploiter? Et est-ce que c'est pas quelque chose de passager parce que j'ai vu une vidéo et j'ai envie de là faire du pump track? En fait non, c'est vraiment se dire je veux un vélo et qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais l'exploiter? Et comment moi je suis capable de l'exploiter? Et en fait c'est ça moi que je veux au travers de ce questionnaire et les échanges qu'on peut avoir par téléphone ou en visite dans l'atelier en échange direct, de faire ressortir et de pouvoir justement ces mots, pouvoir les écrire et les reprendre pour aboutir à un cadre qui soit vraiment, qui corresponde à ce besoin-là et cette envie-là. Bon alors maintenant qu'on a identifié, on va dire, le programme, on sait à peu près comment est-ce qu'on le convertit en géométrie ou en type de cadre, comment est-ce qu'on passe de ça à des tubes, un choix de tubes que tu vas assembler? Ouais. Bah, le mieux là c'est que je te montre les différentes étapes. Donc on va partir des tubes et tout le process. Donc allez, je vais te montrer. Allez. Mon Pierre, me voilà prêt à en découdre. En tenue de combat. C'est ça. Pique-nous un petit peu les tubes. L'acier, pourquoi ça?
Explique-nous tout. Pourquoi le choix de l'acier? En fait, c'est assez simple. Moi, c'est un matériau que j'apprécie et que j'ai appris à façonner en faisant de l'usinage. Donc, déjà, le métal, c'est quelque chose que je comprends, que je connais, contrairement au carbone que je ne sais pas du tout mettre en œuvre. Donc, et après, il y a différents métaux. Donc, en vélo, tu as l'aluminium, titane et l'acier. L'acier, en fait, c'est qu'il a on l'a un peu perdu parce qu'il est au détriment de l'aluminium, mais c'est un métal qui est très intéressant parce qu'il a des propriétés mécaniques qui sont très performantes. Ok. C'est des tubes qui sont assez petits, très fins, pas plus lourds. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on en fait le compromis entre justement le poids, résistance mécanique et durabilité. Parce que c'est un matériau qui ne va pas forcément bouger dans le temps et qui va être réparable facilement ou modifiable dans le temps, contrairement à l'aluminium qui va peut-être perdre de sa résistance dans le temps. Et c'est aussi un matériau qui est assez souple, relativement souple. C'est ça, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on peut le retrouver aussi avec des gravels, qui est une discipline où il faut qu'on ait un vélo qui soit assez réactif, mais qui permette d'absorber aussi les chocs, parce qu'on est sur un vélo rigide, et d'avoir un vélo qui travaille, qui bouge, mais qui garde sa position. Et qui filtre les vibrations aussi. Tout à fait, ouais. Okay. Ouais. Il y a différents fournisseurs européens. Il y a Reynolds en Angleterre et autrement c'est Italie avec Columbus et des Dacia. Donc moi j'utilise principalement du Reynolds parce que c'est un acier qui a des propriétés très intéressantes mécaniquement pour la partie VTT notamment et qui a un traitement thermique qui permet d'accroître sa résistance mécanique. Pour ce qui est douille de direction ou boîtier de pédalier, là, je travaille avec un autre artisan du cycle, qui est Joli Rouge. Et lui façonne ses douilles de direction et boîtiers de pédalier en France. Okay. C'est vrai qu'au travers de Opposite, moi, vraiment, ce que je veux montrer, c'est qu'on est capable de fabriquer, comme on faisait avant, des vélos en France, et avec des matériaux qui soient européens. Là, maintenant qu'on a le tube, ça c'est le tube inférieur, on va aller le cintrer. C'est la première étape, le cintrage. Allez. Donc, là, je le positionne comme c'est prévu. Hop, et du coup, là, on va vérifier l'angle que l'on veut de cintrage. Donc là, je mets quelque chose qui va m'indiquer. Tu vois, là, on est vraiment à 0. Et après, on va atteindre... Hop. Voilà. Donc là, on a atteint l'angle qu'on souhaitait. Donc maintenant que le tube, il est cintré, hop, direction le grugeage. Donc là, Antoine, j'ai pris mon tube, je l'ai placé dans les blocs tubes qui vont me permettre de pouvoir le serrer dans l'étau sur la fraiseuse. Donc le grugeage, c'est ni plus ni moins que faire la coupe avec l'outil sur une fraiseuse ou une perceuse à colonne, mais avec un outil coupant. On a fait le grugeage donc, du tube, je l'ai préparé en le nettoyant, en passant à l'acétone pour enlever toute la graisse. Et du coup, là, maintenant, on va le placer dans le gig, le gabarit de soudure. Donc là, c'est un gabarit que j'ai fait en m'inspirant de ce qui peut exister et qui permet de pouvoir ajuster suivant la taille des différents cadres. Donc ajuster pour bien placer les tubes, pour faire les cadres aux bonnes dimensions. Donc là, on va placer le tube pour vérifier qu'il soit bien au bon angle pour avoir le minimum de jeu entre les tubes. Et suite à ça, je vais passer au pointage et soudure. C'est là où on va voir si le grugeage était bon. C'est ça. C'est le moment de vérité. Voilà. Tac. Donc là, je le place. On va vérifier si on est bien aux bonnes cotes. Donc là, tu prends le pied à coulisse pour mesurer le positionnement de mon tube et que là, il est bon. Tu vois, on est bien à l'angle. Donc là, c'est bon. Sachant que les autres tubes, je les ai déjà vérifiés. Donc là, je vais venir mettre un petit point de soudure pour figer le cadre comme ça. Le vérifier ensuite sur le marbre s'il est bien aligné, s'il n'y a pas de défaut. Après, je le replace dedans et là, je soude. Je le pré-soude et après, je finirai la soudure. Donc, tu fais des petits points juste pour fixer les tubes, en gros. Ouais, pour pas que ça bouge.
Là maintenant, je vais enlever le cadre du gabarit, le placer sur le marbre, vérifier que c'est aligné et ensuite le remettre pour finir la soudure. Voilà Antoine, le triangle avant qui est fini de souder. Donc là, bien sûr, il va rester le triangle arrière et les petits éléments de tenue de gaine et puis sur celui-là en tout cas, ce qui reste dessus, c'est les passages de gaine. Ok, donc ça fait partie des petites options aussi custom qu'on va pouvoir mettre dessus. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs comme type d'options? Alors, l'huile 4, c'est vrai que c'est le standard, donc avec d'office les butées de gaine. Ouais. Ce qui va être possible, c'est de faire passer le câble en interne, soit avec des perçages où on fait passer la gaine dedans, soit avec le tube en inox qui sert de guidage. On va pouvoir rajouter des points de fixation pour un porte-bidon ou des sacoches. Okay. Ou rajouter d'autres éléments si besoin de points de fixation, de passage de câble, s'il faut en plus, s'il y a un dérailleur à rajouter ou quoi. Ok. Et ensuite, c'est... Après, c'est finition, repassage au contrôle pour vérifier que tout est bien, passage en peinture. C'est quoi les différentes options de peinture justement qu'on a? Tu as le thermolacage ou la peinture liquide. Moi, ce que je vais conseiller sur la partie dirt et enduit rigide, c'est plus le thermolacage pour sa résistance au choc, aux rayures. L'inconvénient du thermolacage, c'est que c'est limité à un catalogue. Tu as un catalogue de poudre que tu achètes et qui va être la teinte que tu vas mettre à ton vélo. Ce qui a été le cas de celui-ci. Voilà, donc lui c'est un custom parce que tu as choisi dans un catalogue la couleur, on a échangé ensemble pour avoir la teinte parfaite qui corresponde à ce que tu recherchais. Donc là je t'ai conseillé là-dessus sur la teinte qui allait bien matcher avec les pièces Hope. Ouais. Et sur la peinture liquide, donc là le gravel je vais peut-être conseiller plus sur de la peinture liquide parce que on va avoir plus de personnalisation. C'est un peu moins sensible aux chocs, aux pierres et aux chocs brutaux, on va dire, qu'il peut y avoir. Et c'est surtout qu'on va pouvoir faire des dégradés, faire des liserés, rentrer beaucoup plus dans le détail. Ouais. Il y a différentes teintes possibles, donc ça c'est vraiment la partie thermolacage. Donc il y a des couleurs de base, donc qui vont être les couleurs standards, qui elles sont offertes de base. C'est bien. Très bien. Donc les couleurs. Voilà. Et après, tu as du custom, où là, on a un violet qui est très brillant. Là, on a un rouge. Et tu vois, lui, il a un revêtement texture. On sent il est un petit peu granuleux, alors que lui, il est lisse et brillant. Quoi. Ok, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est super. Surtout quand, en général, c'est associé avec les pièces qui vont avec. Ouais, ok. Donc, comment est-ce que tu sélectionnes les pièces qui seront présentes sur les montages des vélos? Sur le standard, moi je propose une nomenclature. Si le client veut un vélo complet, il y a une nomenclature de pièces que j'ai définie suivant la marque que j'aime bien, les modèles, les pièces, la finition des pièces, la qualité aussi. Le sourcing qui soit fait également, si possible, le plus proche de chez nous. Et après, le client, s'il souhaite une marque spécifique, je vais me rapprocher de la marque. Là, c'est du custom où on vient ajuster vraiment le projet du client. D'ailleurs, moi, une question qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu les challenges de l'artisanat. Parce qu'on voit que c'est génial et que ça permet de faire son propre vélo et d'avoir quelque chose de véritablement personnalisé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés ou de challenges en tout cas à exercer ce métier. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, je pense que la difficulté pour la fabrication de vélo, on a vu que c'est beaucoup d'étapes qui requiert un savoir-faire à chacune des étapes, donc ça c'est pas facile en fait, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Donc il faut être hyper investi à 200% pour se louper, faire des essais, jusqu'à aboutir à quelque chose. Donc faut pas s'essouffler dans cette partie-là et toujours garder cette qualité, garder sa vision, pas se décourager. C'est quoi pour toi la suite? En fait là, j'ai mis au point le process de fabrication, comme je disais. Les produits que j'ai faits, ils sont aboutis, tu vois, comme le tien qui est un projet custom. C'est sur une base d'un standard, c'est quelque chose qui est abouti, qui a mis du temps, mais qui va me permettre de pouvoir faire un peu plus de volume, faire un peu plus de vélo et faire
plus de custom parce que c'est vraiment ce que je veux accentuer. Le custom, proposer du sur-mesure accessible avec cette partie custom. Et donc ce que je veux là, c'est travailler avec des revendeurs parce que je crois au lien qu'il peut y avoir entre le client et les magasins. C'est une force locale que je trouve indispensable. Et donc c'est faire un maillage sur le territoire qui puisse être où on puisse avoir Opposite un peu partout où on se trouve. Et puis pouvoir toujours continuer à produire des vélos de qualité même s'il y a un peu plus de volume. Et quand on parle des volumes, on n'est pas à 10 000 cadres à l'année, c'est une centaine de cadres pour moi à l'état actuel. Antoine, c'est à peu près bon, je pense, on a fait le tour. T'as pas les... Les gens qui te chauffent un peu, ouais, tu vois, depuis tout à l'heure, je regarde le vélo, puis à force de le regarder, en fait, ça me démange un peu quand même. Ouais. Parce qu'il est beau, mais pas là pour décorer. Faut que tu le testes quand même. Bon, tiens, hop, puis moi je prends ça. Ouais, voilà. Allez. Voilà le spot. Ouais. Voilà, là on est sur le champ de boss, Jugon-les-Lacs, donc club qui est aussi de la commune, mais aussi pour le club, les team bikers qui viennent s'entraîner ici. Et donc c'est un spot que je trouve sympa parce que tu as 2 lignes, ça te permet de pouvoir te prendre en main tranquille et ensuite aller sur un niveau un peu plus élevé. Et les bosses restent accessibles, donc ça c'est pas mal. Ok. Voir ce que la bête a. Carrément. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with. Eh ben, bon, tes impressions j'ai l'impression que les sensations sont fidèles au programme que j'avais imaginé. Ok. Moi, je voulais un vélo long et stable. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, le vélo est stable en l'air. La longueur du top tube aide bien. La largeur du guidon aussi. Et en fait, c'est un vélo avec lequel je me sens... C'est compact, mais en même temps long, stable. C'est pas mal. On est de retour au studio pour un petit débrief. Il s'est passé 2 mois depuis que j'ai réceptionné le vélo. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2 mois, il s'est passé un paquet de trucs. Déjà, je peux vous dire sans trop de doute que l'impact qu'a eu le fait de rouler avec le roublard sur ma pratique va bien plus loin que la seule pratique du champ de boss et même du vélo. En fait, j'ai le sentiment qu'avec ce vélo, j'ai donné un nouveau souffle à ma passion et que ça m'a donné envie d'en faire plus, de rouler plus, de me challenger, de progresser et en gros, ça m'a redonné le mojo. Quand je roule avec ce vélo, je suis content. Je suis content parce que ce vélo, je trouve magnifique. Je suis complètement amoureux de ce vélo. À chaque fois que je le regarde, je me dis que c'est le plus beau vélo que j'ai jamais eu et que c'est sûrement le plus beau vélo du monde. Ensuite, je trouve que tout est facile et tout est plus fun avec ce vélo. Le fait d'avoir une géométrie qui correspond exactement à ce que j'avais envie de faire, en fait, ça change la vie. Pour ce vélo, j'avais dit à Pierre ce que je voulais et ce que j'avais en tête. Et en fait, il m'a fourni exactement ce que j'imaginais. Et encore, on est resté sur du custom et on n'est même pas allé sur du sur-mesure. Rouler avec ce vélo, ça me fait me sentir tellement bien par rapport à mon précédent vélo qu'en fait, je me suis senti un peu con de ne pas l'avoir changé avant. Mais bon. Comme vous savez, on dit toujours ça après coup. Et du coup, j'ai retrouvé le plaisir de rouler, à aller sur un spot avec un vélo simple, efficace, avec quasiment aucune mécanique à faire. Et je me retrouve à être hyper chaud d'aller rouler en champ de boss et avoir envie d'y retourner aussi souvent que possible. La conséquence de ça, c'est que je peux maintenant dire sans aucun doute que j'ai retrouvé mon niveau d'avant. Et ça, je dirais que ça s'est fait en à peu près 1 mois et demi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'après ça, je me suis surpris à me chauffer sur des bosses qui avant me faisaient peur et que je trouvais un peu trop grosses. Et du coup, à être fier de moi quand je les passe et que je finis la série. Et donc, ce qui est vraiment cool avec cette histoire, c'est que je me suis remis à progresser à 42 ans. Et c'est hyper excitant de se dire qu'on peut continuer à progresser juste avec du matos adapté. Et ce sentiment de confiance dans ma capacité à progresser en dirt, il est assez nouveau et pourtant j'ai eu pas mal de vélos de dirt par le passé. Mais j'ai jamais eu de vélo en acier aussi spécifique à la pratique que celui-là. Un autre truc, c'est qu'à force de faire des séries de 17 bosses sans m'arrêter, je me suis fait une caisse de ma boule. Et donc, dimanche dernier, je suis allé rouler 40 bornes autour de chez moi et je me suis régalé. J'ai roulé avec un vieux pote que j'ai retrouvé sur le champ de boss, j'avais la caisse
et c'était trop cool de rouler. Bref, j'ai kiffé. Et du coup, ça m'a donné envie de m'entraîner pour être mieux sur le vélo, à faire un peu de renfo et à mettre en place une morning routine avec des étirements et du renforcement. Et donc le fait de me sentir plus solide, ça m'a permis de me sentir plus robuste, de moins me faire mal sur des trucs bêtes. Et du coup, en termes d'implication au niveau mental, ça m'a permis de me sentir mieux. Et en fait, quand le mental va bien, tout va bien. Et en fait, j'aurais jamais pu imaginer que tout ça, ça arrive grâce à un simple vélo de dirt. Alors évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de vous faire un vélo de dirt par un artisan pour kiffer ou rekiffer faire du vélo. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de changer de vélo, même si évidemment c'est toujours cool d'avoir un nouveau vélo. Mais en tout cas, j'espère que j'ai pu vous montrer à travers cette expérience que parfois le fait de changer de cadre, de vélo et d'avoir un cadre ou un montage qui correspond à votre programme, vos envies, vos goûts, en fait ça peut littéralement changer votre expérience sur le vélo et affecter toute votre pratique et même au-delà. Et ça, vous avez vu que c'était possible en dirt, mais c'est également possible sur un semi-rigide, sur un vélo de cross-country, un enduro, un vélo de descente, un gravel, une randonneuse, un vélo de route, bref, n'importe quel type de vélo pour lequel on va rechercher une expérience, une position, une géométrie unique et qui nous ressemble. Donc si je peux vous laisser avec un conseil, c'est simplement de vous poser la question de savoir si le vélo avec lequel vous roulez ou celui que vous vous apprêtez à acheter correspond parfaitement à votre programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes marques, elles font un travail de dingue pour produire d'excellents vélos pour à peu près tout le monde. Mais ce qu'elles peuvent faire beaucoup moins facilement que les artisans, du fait qu'elles produisent de gros volumes, c'est de proposer des géométries un peu plus niches, un peu plus spécifiques, plus engagées et parfois radicales que seuls les artisans peuvent proposer. Les artisans, eux, ils peuvent se permettre de prendre beaucoup plus de risques parce qu'ils fabriquent des toutes petites quantités et généralement ils fabriquent à la demande. Et des géométries, il se pourrait bien qu'il y en ait une qui crée un déclic chez ceux qui s'y retrouvent, comme moi j'ai eu le déclic avec la géométrie du roublard. Donc ayez dans un coin de votre tête qu'un cadre réalisé pour vous par un artisan pourrait bien changer 2-3 trucs dans votre manière de faire du vélo et un peu au-delà. Et donc, si vous cherchez des artisans, sachez qu'il y en a un petit peu partout en France et en Europe et que vous pouvez les retrouver notamment sur le site de l'Association des artisans du cycle que je vous mets en description. En mot de la fin, je tiens évidemment à remercier Pierre d'Opposite, Laurent de chez Hope, Stéphane de Serson Tour et Thomas Manfait de Vitailleur pour m'avoir fait confiance sur ce projet et surtout de m'avoir donné l'occasion de vivre cette expérience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et puis si vous voulez en voir d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à En Roue Libre sur YouTube et Insta et d'ici la prochaine vidéo, surtout, n'oubliez pas de kiffer très fort.